Tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, notre balado-diffusion qui a pris une journée de repos hier en raison de la fin de la période des transactions dans la Ligue nationale de hockey. On était tous pas mal occupés là-dessus, alors on s'est dit pourquoi pas repousser sur la glace d'une journée. Mais vous ne perdrez quand même pas au change parce qu'on a quand même une bonne émission pour vous. On va s'entretenir un petit peu plus tard avec Alex Tanguay, ancienne vedette de la Ligue nationale, ancien joueur des Mooseheads d'Halifax dans la LHJMQ et actuel entraîneur adjoint du Wild de l'Iowa dans la Ligue américaine. Alors, on est allé faire un petit tour donc du côté de Des Moines en Iowa pour discuter avec Alex Tanguay. Très intéressant. Ses perspectives de carrière, comment ça se passe pour lui là-bas, comment il est devenu l'entraîneur adjoint du Wild de l'Iowa. Et on a évidemment profité pour discuter un peu de la progression de certains joueurs, le statut dans la Ligue américaine versus le passage direct dans la Ligue nationale. Parce que si à Montréal, on jase beaucoup de Cole Caulfield, bien au Minnesota, eux, ils ont Matthew Boldy, qui est exactement dans la même situation, qui lui aussi vient d'amorcer sa carrière professionnelle avec le Wild du Minnesota. Et lui aussi a bien fait à ses deux premiers matchs comme Cole Caulfield. On va également s'entretenir avec le défenseur recru Toby Paquette-Bisson du Rocket de Laval, qui connaît une excellente saison depuis qu'il a été inséré dans l'alignement lors du 9e match de l'équipe. Il n'est plus jamais sorti de l'alignement et il mérite très bien le temps de glace que Joël Bouchard lui donne. Alors, on va faire un petit brin de jasette avec lui aussi. On va parler de tout ce qui se passe dans la Ligue junior majeure du Québec. Il y a quand même eu beaucoup de nouvelles cette semaine en rapport avec les séries éliminatoires qui devaient commencer au Québec jeudi dernier et qui malheureusement ont dû être repoussées en raison de quelques éclosions de COVID, notamment à Gatineau, où c'est pas facile présentement. On rapportait hier qu'il y avait 24 cas positifs, le joueur et membres de l'organisation. Donc, les Olympiques de Gatineau là, sont aux prises avec le même genre de problème qu'on a eu à Vancouver avec les Canucks dans la Ligue nationale. Est-ce que ça va compromettre leur chance de participer aux séries éliminatoires? Pour l'instant, on semble mentionner que non. On dit que ça s'améliore, mais c'est pas facile. Il y a des cas également du côté des Remparts de Québec, 7 cas. Il y en avait également avec l'Armada de Blainville-Boisbriand à moindre échelle. Alors, pour l'instant, tout est arrêté là, au niveau du Québec. On espère commencer les séries éliminatoires le week-end du 23 avril, donc dans une dizaine de jours. On va en reparler un petit peu plus tard au cours de l'émission. Alors, comme je mentionnais, beaucoup de choses pour vous cette semaine. Évidemment, ça a été la grande rentrée vendredi dernier de Cole Caulfield avec le Rocket de Laval. Et on dit souvent, le cliché dit qu'on n'a pas deux chances de faire une bonne première impression. Ben, c'est exactement ce que Caulfield a fait avec son numéro 44. Après une première période relativement tranquille, Caulfield a marqué 2 buts, récolté une passe pour conduire le Rocket de Laval à une victoire de 5-3 face aux Marlies à Toronto. Et le lendemain, dans une victoire de 4-3, il a aussi marqué le but gagnant. Un petit peu plus chanceux, celui-là, un but qu'il a fait dévier avec le bout de son patin, un peu involontairement d'ailleurs, le tir du défenseur Toby Paquette-Bisson. On va en discuter d'ailleurs avec Toby tantôt de ce but-là. Mais résultat des courses, il a terminé son premier week-end avec 3 buts et une passe, un différentiel de +1 et 9 tirs au but en 2 matchs. Alors, c'est une excellente entrée en matière. Et là, il y a des débats, évidemment. Le statut de Caulfield fait jaser depuis que le Canadien l'a repêché en première ronde en 2019. On doit prendre notre temps, on doit l'amener à Montréal. L'avantage numérique du Canadien a des ratés présentement. On a réussi à marquer un but hier, mais c'était 1 en 21 là, dans les 7 derniers matchs avant le match d'hier soir. Il y a la ligne de pensée que non, il ne faut pas le brûler. Si on l'amène à Montréal, il va être vu comme un sauveur, il va avoir de la pression. C'est vraiment très, très polarisant tout ce qui se passe avec Cole Caulfield. Chose certaine, en ce moment, il est avec le Rocket et rien n'indique que le Canadien a l'intention de le rappeler, du moins pour tout de suite. Ce sera intéressant de voir comment on va gérer la situation parce que le Rocket a 2 matchs cette semaine. Jeudi, c'est un match qui devait être présenté d'abord et avant tout samedi, mais qui a été devancé à jeudi. Et il y a un match également dimanche après-midi à 13h au Centre Bell, donc le 15 et le 18. Et par la suite, le Rocket est une douzaine de jours sans jouer, va rejouer son match suivant seulement le 30 à Belleville. Donc, on va avoir une 10-12 jours sans match. Est-ce que le Canadien va profiter justement de son voyage dans l'Ouest pour amener Caulfield avec lui?
Question de lui faire vivre le voyage, même si on ne veut pas l'utiliser, au moins qu'il voit un peu comment ça se passe et qu'il puisse s'entraîner avec les joueurs de la Ligue nationale, ou si on va carrément lui faire faire son baptême de feu là, dans un des matchs lors du voyage dans l'Ouest, là, le Canadien qui va jouer à Edmonton les lundis, mardis 19 et 20 avril et à Calgary par la suite les 22 et 24 et 26 avril. C'est une bonne question. Hier, Marc Bergevin a dit dans son point de presse qu'il n'avait pas réfléchi à ça. Permettez-moi d'en douter, mais c'est quand même ce qu'il nous a dit. Alors, Caulfield jase beaucoup. Je vais faire une parenthèse avant d'enchaîner dans mes sujets. Ce que moi, je pense personnellement, on me l'a demandé sur plusieurs tribunes, que ce soit chez nous à RDS, que ce soit dans certaines stations de radio où j'ai la chance de collaborer. Moi, personnellement, je pense qu'on devrait lui donner la chance de jouer avec le Canadien. Il ne sera jamais trop tard pour le céder dans la Ligue américaine l'an prochain ou plus tard, si jamais. Mais ce gars-là a réussi. Il a gagné le trophée O.B. Baker, premièrement. Ça, il ne faut pas oublier de le dire. C'est arrivé vendredi soir, tout juste avant son premier match. Il a marqué 30 buts en 31 matchs. Il a la Ligue américaine, pour moi, pour ce genre de joueur-là, ce n'est pas un passage obligé. Est-ce qu'il perd son temps dans la Ligue américaine? Absolument pas. Est-ce qu'il devrait rester dans la Ligue américaine? S'il est là, c'est correct. Mais je pense quand même qu'il devrait avoir une chance de démontrer ce qu'il peut faire. Et je sais qu'il y a plein de gens qui disent, j'ai écouté plusieurs collègues analystes et ça va des deux côtés. Il y en a plusieurs qui disent qu'on doit prendre le temps et tout ça. Et une des raisons que j'entends souvent, c'est ouais, mais là, il va jouer contre des hommes. Là, il va jouer contre des meilleurs joueurs. Et c'est vrai, mais premièrement, il jouait contre des hommes déjà dans la NCAA. Là. Il y avait des gars de 24-25 ans là-dedans, mais pas la même qualité de joueur. On est tous d'accord là-dessus. La Ligue américaine est un niveau plus élevé que la NCAA et la Ligue nationale aussi, évidemment. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, il va jouer avec de meilleurs joueurs aussi. Ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier des fois. Puis, tu sais, je ne veux rien enlever à ses deux compagnons de trio à Wisconsin, là, Linus Weisbach puis Ty Pelton-Weiss, mais c'est pas des joueurs de la Ligue nationale, ni l'un ni l'autre. Alors, oui, tu affrontes meilleurs, mais tu joues avec de meilleurs aussi. Alors, ça, je pense qu'il faut en tenir compte dans l'équation. Il y a des joueurs, on en a nommé au cours des dernières semaines, des bonhommes comme Alex DeBrincat avec les Blackhawks de Chicago, Johnny Gaudreau avec les Flames de Calgary, qui n'ont jamais joué un match dans la Ligue américaine et ça ne leur a pas empêché de connaître du succès dans la Ligue nationale. D'ailleurs, DeBrincat, qui est le joueur qui, selon moi, ressemble le plus à Caulfield, est dans le top 20 des marqueurs de la Ligue nationale. Il a déjà passé le cap des 20 buts cette année et pourtant, il a la même grandeur, la même carrure et c'est un marqueur de but comme les Cole Caulfield. Et on ne se pose pas la question à Chicago. Mais évidemment, à Montréal, on est rendu tellement sur nos gardes, on est rendu tellement, je vais le dire, le mot peureux, on a peur de prendre la mauvaise décision, qu'on marche sur des œufs dans ce dossier-là. Ce jeune homme-là a quelque chose de spécial. Il n'est pas parfait. Défensivement, il y a des lacunes. C'est pas évidemment le plus gros gabarit, mais il a un atout que pas grand joueur a dans le Canadien. Il a un tir des poignets extraordinaire. Il y a peut-être un des 3-4 meilleurs tirs des poignets de toute l'édition du Canadien actuel. Là. Si on enlève peut-être Thomas Tatar, puis Tyler Toffoli, puis il y a tout un tir des poignets, Cole Caulfield. Il réussit à placer des rondelles à des endroits que ce n'est pas tous les joueurs de la Ligue nationale qui vont réussir à placer dans leur carrière. Alors, on l'a repêché pour ça. C'est un marqueur de but. Alors, donnons-lui donc la chance de marquer des buts. Le Canadien en a besoin. L'offensive, c'est difficile en ce moment. L'avantage numérique, comme je mentionnais, c'est son pain et son beurre. Et c'est pas parce qu'on l'amène avec le Canadien et que ça fonctionne pas qu'on le retourne à Laval après qu'on va tout le mélanger. Là, je pense que le jeune homme est assez mature. C'est ce qui se passe. Puis je regardais le match contre les Maple Leafs hier soir. Puis les Maple Leafs qui sont en pleine comment je dirais, saison où on vise les grands honneurs, là, quand on fait les transactions, que les livres sont faits, puis tout ça, c'est pas pour se qualifier pour des séries, c'est pour aller jusqu'au bout. Ils en avaient un joueur de 19 ans sur la patinoire hier qui mesure 5 pieds 9, Nick Robertson. Alors, si Toronto est capable d'utiliser un Nick Robertson, pourquoi le Canadien ne pourrait pas utiliser un Cole Caulfield? C'est mon opinion, et je vais fermer la parenthèse ici. Mais j'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire avec la suite. La suite, en tout cas pour lui, en ce moment, ça semble être jeudi 19h sur les ondes de RDS, son premier match à domicile, encore contre les Marlies. Peut-être rappeler également dans la dernière semaine que le Rocket a subi une défaite mardi dernier contre Stockton 3-1 après 7 victoires de suite. Il était temps que le Heat de Stockton vienne en chercher une contre le Rocket et c'est arrivé mardi dernier. J'ai parlé, on a entendu le point de presse de Joël Bouchard un petit peu plus tôt aujourd'hui. À l'entraînement matinal du Rocket aujourd'hui, Lucas Veidemo, Alex Belzil, Jesse Ilonen et Yann Michak étaient de retour à l'entraînement, ont eu le feu vert pour s'entraîner.
On ne sait pas encore si ces 4 joueurs-là seront en mesure d'aider l'équipe jeudi soir. Il y a peut-être plus de chances pour les vétérans Veidemo et Belzile que pour les jeunes Ilonen et Meshack, mais c'est pas exclu. Dans le cas du défenseur Cale Fleury, c'est finalement un petit peu plus long. Il n'est pas question, je pense qu'on le voit en fin de semaine. Mais Joël Bouchard a parlé de le revoir là, pour les 8 derniers matchs là, à compter du 30 avril et les matchs du mois de mai. De compter sur un bonhomme comme Cale Fleury. Il reste 10 matchs à jouer pour le Rocket. Il en reste 6 contre Toronto. Il en reste 4 contre Belleville. La saison qui prend fin le 15 mai. Il ne semble pas avoir de projet de séries éliminatoires. D'ailleurs, il y a une rumeur qui court là, que les joueurs ont reçu un courriel. L'entrevue avec Toby Paquette-Bisson, vous allez voir, on en fait mention un petit peu qu'ils ont été avisés là, de s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de séries éliminatoires cette année. Mais bon, Joël Bouchard ne veut pas le confirmer, mais c'est sûr qu'en ce moment, ça ne regarde pas dans ce sens-là. Peut-être se servir des 10 derniers matchs comme si c'était des séries éliminatoires. C'est un peu ce que Joël Bouchard nous a mentionné là, dans le point de presse tantôt. C'est une des questions que j'ai posées. Et c'est dommage parce que le Rocket, présentement, en 64 ans d'histoire du club école du Canadien, là, que ça a commencé dans les années 60 à Omaha, puis on est passé par les voyageurs de Nouvelle-Écosse, les Canadiens de Sherbrooke, les Canadiens de Fredericton, les Bulldogs d'Hamilton, tout ça mélangé ensemble. Jamais une équipe n'a eu le succès que le Rocket a cette année. On parle d'un taux d'efficacité en ce moment de 769 quand même, là, la fiche de 19 victoires, 5 défaites et 2 défaites en prix d'égalité. Et malheureusement, ça risque de rester une saison sans séries éliminatoires. Un petit mot sur Raphaël Harvey-Pinard qui se maintient parmi les meilleurs recrues du circuit. 18 points en 26 matchs. Il est à égalité là, avec Quinton Byfield, le deuxième choix, dernier repêchage. Lui aussi a 18 points en 26 matchs. Joel Teasdale va bien également. Jesse Ilonen allait bien quand il était blessé. Mais une autre recrue, comme je mentionnais, qui va très bien, c'est le défenseur Toby Paquette-Bisson. Une fiche offensive de plus 12 en 18 matchs. Et on a fait un brin de jasette avec le défenseur originaire de la Rive-Nord de Montréal. C'est une des belles révélations du Rocket de Laval cette année, le défenseur Toby Paquette-Bisson, qui, depuis le 8 mars, Toby, je regardais sur les feuilles, on n'a pas été capable de te sortir beaucoup de l'alignement. Tu as eu ta chance, puis tu l'as vraiment saisi. Ouais, ben, tu sais, le professionnel, c'est comme ça. Quand tu as juste une chance, puis il faut que tu apprennes. Puis c'était vraiment ça le but pour moi. J'ai été patient au début de la saison, puis aussi les coachs ils me parlaient beaucoup. Ils me gardaient prêt, mais ça, le but pour moi, c'était vraiment de rentrer dans l'alignement puis avoir un bon impact pour pas qu'ils puissent me sortir. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? À un certain moment, ce match-là, c'est le match que le Rocket a perdu 3-0. Bon, tu avais terminé -1. Depuis ce match-là, je pense qu'une seule fois, tu as été dans les négatifs dans le match. Tu joues du hockey solide. On en parle souvent lors de nos reportages avec Bruno Gervais et tout ça. Y a-tu quelque chose qui a déclenché à un certain moment où tu t'es dit c'est là, ça passe ou ça casse? Ben oui, ben tu sais, c'est vraiment être constant dans tous mes matchs. Moi, c'est vraiment l'aspect de mon jeu, c'est mon aspect défensif, puis fiable. Puis les coachs ils m'ont toujours dit, c'est ça qu'ils veulent de moi, c'est que je sois fiable quand je suis sur la glace. Euh, tu sais, les matchs de -1, tout ça, pour moi, les plus puis les moins, c'est important. C'est ça mes statistiques. Il faut juste que j'en aille le moins possible. On appelle en anglais le fameux stay-at-home defenseman. Là. Ouais, C'est ouais. ça. Pas toujours spectaculaire, mais c'est une bonne chose parce qu'on arrive à te remarquer quand même cette année, même si c'est pas des plus spectaculaires. Écoute, le Rocket a une saison incroyable, 19 victoires en 26 matchs, ça va vraiment bien. Le fait qu'il n'y aura peut-être pas de séries éliminatoires et qu'il n'y aura peut-être pas de championnat au bout, est-ce que ça affecte un peu les joueurs? Ou... Ouais, ça a été dur pour les gars. Tu sais, nous autres, c'est là-dessus un peu qu'on thrive pour signer nos contrats, avoir des. Tu sais, les playoffs, c'est la partie. C'est pour ça qu'on joue toute la saison. Puis surtout, Joël, en tant que coach, tout le long, depuis le match numéro 1, il nous parle des playoffs. Puis, tu sais, les séries, c'est vraiment important. Puis, il faut être prêt. Fait que, en plus, on l'a appris. On a reçu un email de la PHPA. Fait que ça a été un peu un choc, mais en ce moment, on joue comme si on était dans une série. Puis je pense pour ça qu'on performe. Quand est-ce que ce courriel-là est arrivé? Ça fait environ peut-être une semaine et demie. Ouais, Ouais. ça a été un peu choquant. Fait que là, dans le fond, vous savez qu'il vous reste 10 matchs à jouer. On essaie de terminer. Vous savez que vous allez terminer au premier rang de la section. On joue pour quoi exactement? Pour l'an prochain, quoi? Ben, comme je dis, c'est vraiment, on joue comme nos séries en ce moment. En plus, on joue souvent les mêmes équipes des 3-4 fois de suite. Fait que Joël, à tous les matchs, surtout comme à Toronto en fin de semaine, c'était vraiment de gagner au moins un match sur deux.
avant de revenir à la maison. Fait que je pense qu'on joue en équipe comme si on allait avoir des séries, mais juste pour finir le mieux qu'on peut, là. Comment tu te sentais l'an passé, je dirais pas à la même date, mais un petit peu avant, à Cincinnati, dans la ECHL? Est-ce que tu te disais, est-ce que je vais me sortir de ça un jour? Est-ce qu'il y a de l'avenir pour moi? Est-ce qu'à un certain moment, il y a eu du découragement? Ben, c'est sûr, ça a été plus la première année, je pense, qui a été difficile. Tu t'attends toujours, tu signes un contrat dans la AHL, puis tu penses tout le temps que tu vas jouer, ils vont te faire une place, mais c'est pas aussi facile que ça. La première année, ça a été plus difficile. Puis je pense que la deuxième année, je me suis plus pris en main, puis je me suis dit, tu sais, si je veux me sortir d'ici, justement, il faut que je travaille sur moi-même pour être prêt quand je vais monter puis avoir ma chance. Tu sais, le hockey, c'est vraiment de la chance, puis il faut que tu aies les personnes qui te font confiance, les coachs qui te font confiance. Puis je pense que cette année, c'est vraiment ce qui est arrivé avec moi, puis je prends ma chance à 100%. Tu as la chance de connaître Joël depuis plusieurs années aussi. Ça l'a aidé dans ton cas pour ta saison avec le Rocket. La confiance, puis Daniel Jacob aussi. Puis, Oui, c'est sûr. Puis on travaille beaucoup avec, tu sais, l'été où on est à la même aréna, c'est eux qui gèrent nos pratiques. Fait que c'est sûr que j'allais être prêt, je savais quoi faire, je savais qu'est-ce qui s'attendait de moi. Fait que c'est sûr pour eux, ils ont beaucoup confiance en moi, ils m'ont eu comme joueur. Fait que faut juste que je garde ces attentes-là. on est en discussion avec Toby Paquette-Bisson du Rocket de Laval. Toby, tu as failli marquer ton premier but en fin de semaine. À un certain moment, même, on t'avait donné le but. On a regardé la reprise au ralenti. Puis je pense que même s'il n'est pas grand, le gros orteil de Cole Caulfield a juste fait dévier le disque un petit peu. Là. C'était la bonne décision. Mais est-ce que tu pensais que tu avais marqué? Quoi? Ben, ce jeu, je l'ai vu dévier sur un patin. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas commencé à courir partout sur la glace puis célébrer. Je suis allé voir Cole tout de suite, puis je lui ai dit je pense à toucher ton patin, mais ça me dérange pas. Ça va venir. On parle de lui, l'impact qu'il a eu dans votre vestiaire, son arrivée, puis ce que vous avez vu vendredi soir, je veux dire, en direct. On avait vu ses statistiques, on l'avait vu jouer à la télé, mais là, vous l'avez vraiment découvert. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Cole, ben, à première vue, c'est vraiment un bon kid. Tu vois vraiment il a vraiment une tête sur ses épaules, puis il est vraiment là pour travailler sur lui-même, puis vraiment un bon joueur d'équipe, super gentil. On se met beaucoup avec lui, puis on l'aide beaucoup, surtout les coachs, parce qu'il y a beaucoup de pression, c'est sûr, il y a beaucoup de pression de Montréal, tout ça, le monde, ils veulent qu'il joue tout de suite dans NHL. Mais je pense qu'il a prouvé qu'il y avait ce qu'il y avait pour jouer. C'est vraiment un petit joueur, mais il a vraiment bien fait ça en fin de semaine. Moi, Toby, je dis souvent que la marche est beaucoup plus grande entre le hockey junior et la Ligue américaine qu'entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Là, c'est juste deux matchs. Peut-être que tu es d'accord ou pas avec ce que je viens de dire, mais c'est juste deux matchs. Il a été capable de montrer qu'il était capable de faire le pas là, entre ces deux niveaux-là, le hockey universitaire puis la Ligue américaine. Oui, vraiment. Moi, j'ai été agréablement surpris, même comment il gère son jeu. Tu sais, pour un joueur offensif, des fois, quand ils n'ont pas beaucoup de chance, c'est difficile mentalement, mais vraiment, il continue à travailler sur lui-même. Mais je pense qu'il a vraiment donné. Moi, il m'a vraiment surpris personnellement. Pour toi, personnellement, y a-tu des discussions pour un autre contrat? Comment ça se passe en ce moment? Là? Moi, en ce moment, je fais juste jouer, je fais ce que j'ai à faire. Je me concentre sur le hockey. Justement, il reste 10 matchs. Fait qu'on se concentre sur ces 10 matchs-là. Moi, mon agent, c'est lui qui s'occupe de ça. Il m'en a pas parlé. Fait que on verra à la fin de la saison, hein. Est-ce que tu as fait partie des joueurs qui ont eu des difficultés un petit peu entre l'an passé et cette année avec la pandémie, puis pas de revenus, puis tout ça? C'est un sujet qu'on a élaboré à quelques occasions dans mes entrevues, puis tout ça avec certains joueurs. C'est pas facile, là, il n'y a pas de PCU, je pense, pour les joueurs de hockey, là, puis tout ça. C'est pas Non, ben, évident. non, ben surtout, tu sais, on a des contrats justement américains, puis on enlève surtout la résidence canadienne pour ne pas payer d'impôts ici. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas de PCU, rien. Moi, j'ai été chanceux vu que j'ai eu un bon contrat mes 2 premières années. J'ai été capable d'avancer de l'argent, j'ai été correct. Ça a été difficile pour extrêmement beaucoup de gars que je m'entraîne avec, beaucoup de gars proches de moi que j'ai joué avec. Évidemment, le hockey qui a recommencé, ça a aidé beaucoup, beaucoup de personnes. Mais non, comme tout le monde, là, on faisait attention, là. Ben, écoute, Toby, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Il reste 10 matchs. On va être là pour poursuivre ce qui se passe. Puis la suite des choses pour vous, c'est dommage qu'il n'y aura pas d'issue à la fin, mais je pense que vous avez quand même donné une très belle saison. Là, puis on est sûr que ça va continuer. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Voilà, c'était Toby
Alors donc, de retour de cette entrevue avec Tommy Paquette-Bisson. Vous avez vu à un certain moment, on a reçu un courriel j'ai un petit retour de son, mon ami le technicien, merci. Voilà. On a reçu un courriel de la Players Association et visiblement, il n'y aura pas de séries éliminatoires. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais tout semble indiquer que ça va être malheureusement le cas. Alors, les 10 matchs qui restent, et comme je vous disais, j'en ai glissé un mot tantôt avec Joël Bouchard aussi, qui ne sait pas trop, qui n'a pas eu de confirmation, lui non plus, en tout cas selon ses dires. Mais qui, comme il dit en ce moment, on n'a pas de séries éliminatoires. Il dit la semaine prochaine, on nous apprend qu'il va y avoir des séries, ben, on sera là, mais je pense que ça va être difficile d'aller dans ce sens-là. Un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Michael Carcone des Roadrunners de Tucson, a été nommé joueur de la semaine dans la Ligue américaine. Il a inscrit 6 buts en 2 matchs. Carcone, qu'on a connu avec les Voltigeurs de Drummondville, on l'a vu également avec les Comets de Utica au cours des dernières années, affronté à quelques reprises le Rocket. Alors, il a connu une excellente semaine. Toujours dans la Ligue américaine, avant de poursuivre avec ce qui s'est passé au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on a pensé cette semaine aller faire un tour en Iowa, à Des Moines, pour discuter avec Alex Tanguay, qui est l'entraîneur adjoint du Wild d'Iowa. On a réalisé cette entrevue-là hier après-midi. On a effleuré plusieurs sujets, dont évidemment la date limite des transactions dans la Ligue nationale, comment on vit ça. Lui, il l'a déjà vécu, il a été échangé une fois lors de la date limite. Il l'a vécu également sur des plateaux de télévision au cours des dernières années parce qu'il était analyste avec NHL Network également. Et là, il se concentre vraiment sur son travail dans l'organisation du Wild du Minnesota. Alors, je vous présente donc, sans plus tarder, cette entrevue qu'on a réalisée avec Alex Tanguay, entraîneur adjoint du Wild d'Iowa. Alors, notre invité, je vous en parlais un petit peu plus tôt, l'entraîneur adjoint du Wild de l'Iowa de la Ligue américaine, Alex Tanguay. Salut Alex, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance de se parler. C'est la première fois, je pense, que je te parle en tant qu'entraîneur adjoint. C'est ta deuxième année avec le Wild là-bas. Comment t'aimes ça? Comment t'aimes l'expérience? Hein? Ben, j'aime ça. Comme tu vois, j'ai encore la face rouge. Fait que je viens de sortir de la glace. J'ai encore un peu froid. Mais non, bien honnêtement, écoute, j'aime ça. Pour moi, le hockey a toujours été une passion. Puis la passion, le désir de gagner ne disparaît pas parce que tu arrêtes de jouer. Puis pour moi, j'ai trouvé que durant le temps, j'ai fait de la télévision, à apprendre à communiquer puis à apprendre une autre facette du monde du hockey, si tu veux. Mais ça m'a toujours remporté vers le coaching, vers le management, vers une position dans une équipe pour vraiment être une des personnes responsables de gagner ou perdre. Et puis, coaching est probablement ce qui est le plus proche de jouer, du fait que tu es encore dans la chambre, tu as encore l'interaction avec les joueurs, tu as encore le même sentiment de travailler sur les X et les zéros, si tu veux, un petit peu. Fait que j'aime beaucoup ça. Puis pour moi, probablement qu'en tant que joueur, ma plus belle qualité, c'était mon habilité de penser la game. Pour moi, ça a toujours été inné. Ça a été, tu sais, je n'étais pas un joueur qui était extrêmement doué physiquement, mais j'avais besoin de penser la game. J'avais besoin de facilité pour les joueurs à côté de moi, puis essayer de faciliter pour eux autres pour me rendre meilleur. Puis coaching, c'est vraiment ça. Dans le coaching d'aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des solutions pour les jeunes pour essayer de les mettre dans une position où ils vont avoir le plus de succès possible. Moi, comment ça s'est passé l'approche? C'est Tim Army qui est l'entraîneur-chef. Tu l'avais connu au Colorado, évidemment. C'est lui qui t'a approché, c'est toi qui l'as approché. Comment ça s'est fait, le lien? Ben, écoute, un bon ami à moi, quand j'ai pris ma retraite, puis je savais que je voulais rester dans le monde du hockey, Peter McNabb. Peter, son père était GM dans la Ligue nationale, son frère il travaille comme assistant GM encore pour les Ducks d'Anaheim. Et puis Peter, ben, c'était notre annonceur à la télévision, si tu veux. C'est le Marc Denis du Canadien. Okay. Et puis au Colorado, j'ai eu une super relation avec Peter McNabb. Puis pour les fans de hockey, ils vont se souvenir de ses jours avec les Bruins de Boston dans le temps de Bobby Orr. Puis dans ses je m'en rappelle. Oui, Peter est une personne incroyable. J'ai appelé Peter, puis j'ai dit, Peter, j'ai besoin de conseils. J'ai dit, comment que je fais pour demeurer dans le monde du hockey? Parce que peu importe si tu as ton doctorat ou non dans le monde du hockey par rapport à ta carrière, ben, tu es encore une recrue ou tout nouveau dans ce qui est du reste, dans ce qui est du coaching, dans ce qui est du management. Fait qu'il y a toujours une progression à avoir. Cette progression-là, pour les exceptionnels, je te dirais les Joe Sakic, les Rob Blake, ben, peut-être qu'elle est facilitée par leur statut de Hall of Famer, si tu veux, Brendan Shanahan et Steve Yzerman.
Mais pour le reste des joueurs, ben, il y a une transition à faire. Puis bien souvent, il faut que tu commences au bas de l'échelle. Puis je voulais demander comment le faire. Puis Peter m'a dit, fais une liste des personnes que tu connais, puis que tu connais bien, puis que tu es proche d'eux, puis reste en contact avec eux autres. Fait qu'au travers des années, des 2-3 ans, je faisais de la télévision, ben j'appelais mes amis, si tu veux, pour leur voir comment ça allait, puis pour m'informer, puis pour parler de hockey. Puis je faisais ça avec Tim Army, qui m'avait coaché au Colorado dans le temps. Et puis, Tim, il m'a dit, ouais, un de mes assistants coach qui est parti, puis je me cherche un autre assistant. Fait que j'ai dit, ben peut-être que j'en ai un pour toi. Fait qu'on a eu une conversation. Après ça, j'ai eu la conversation avec le staff du Minnesota dans le temps. Tom Curvers, il est encore notre directeur gérant ici en Iowa. Et puis Paul Fenton, qui était le directeur gérant du Wild. Et puis, ça a avancé là. Écoute, on a parlé avec Gabriel Dumont il y a quelques semaines, qui est votre meilleur compteur, puis tout ça, puis il me parlait un peu de la relation que tu avais avec lui. C'est important pour toi? Tu te retrouves dans ces gars-là? Tu n'as pas joué dans la Ligue américaine, dans le fond, tu n'as pas eu ce passage-là. Comment tu fais pour communiquer avec ces joueurs-là qui, tu sais, ils l'ont pas toujours facile là, de remonter, descendre, puis peut-être faire une carrière dans la Ligue américaine? Ça n'a pas été ton cas, tu es passé direct, toi, tu sais? Oui, bien, j'ai joué un passage vite avec les Bears d'Hershey après ma saison junior de 18 ans. J'étais allé là jouer 5 matchs, puis quand tu te fais envoler d'Halifax pour aller à Lexington au Kentucky, que tu prends l'autobus jusqu'à 7 heures le lendemain matin pour revenir à Hershey, que tu joues le samedi soir à Hershey, après avoir mangé 2 fois du McDonald's dans la journée parce qu'il n'y avait rien d'autre à côté de l'hôtel, puis tu n'as pas de transportation. Puis le lendemain, tu fais 3 heures d'autobus pour aller à Philadelphie. Tu te rends compte vite que tu veux t'améliorer et tu veux monter dans la Ligue nationale. Ouais. Mais pour moi, en tant que progression, écoute, est-ce que j'aurais aimé ça ou est-ce que j'aimerais ça devenir un entraîneur de la Ligue nationale? Oui, absolument. Mais pour ma progression personnelle, je pense que c'est une des belles affaires que j'ai eues. Parce que comment trouver de la motivation pour certains joueurs comme ça? Tu sais, Gabriel Dumont, c'est un excellent joueur dans la Ligue américaine. C'est un joueur qui a toujours été un petit peu entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Il y a eu des matchs avec les Canadiens, qui a eu des matchs avec Minnesota, qui a eu des matchs avec Tampa Bay dans la Ligue nationale, mais qui n'a pas été capable de tout à fait s'établir là-dedans. Mais comment tu fais pour les motiver? Comment tu fais pour lui donner des atouts? Comment tu fais? Puis pour moi aussi, parce que, tu sais, veux pas, quand tu as un certain statut d'avoir joué dans la Ligue nationale pendant certaines années, puis veux pas, tu sais, c'est une des questions quand les joueurs m'ont posé l'an passé. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu en as besoin, tu sais? Fait que pour moi, j'en ai besoin parce que c'est une passion. C'est ça que j'aime faire, puis c'est ça. Fait que de trouver ces solutions, puis cette personne-là, ben, à partir de cette question-là, on a une belle relation parce que j'y ai montré des choses, puis lui, c'est un joueur strictement Ligue américaine. Je ne le nommerai pas, mais c'est un joueur strictement, puis il savait qu'il était rendu là au quel point de sa carrière. Puis l'an passé, il y a eu une progression énorme du fait qu'il a amélioré certains des petits détails que moi, j'avais vécu en tant que joueur. Fait que ce vécu-là, ça l'emporte aussi plein de belles choses parce que j'ai été joueur. Puis un des entraîneurs qui m'a aidé le plus dans ma carrière, c'est mon premier assistant entraîneur avec Bob Hartley. Il s'appelait Brian Trottier. Brian Trottier, à chaque fois qu'il me parlait, ou que Michel Goulet, qui n'était même pas un entraîneur, qui travaillait comme assistant directeur gérant dans le temps, bien, ces deux joueurs-là, moi, j'avais grandi en les regardant, en les voyant. C'est deux pas pires aussi, là, tu viens de nommer. Puis c'est ça. Puis chaque détail qu'ils venaient de voir, ben, tu le savais que ces détails-là, eux autres, ils l'avaient vécu, puis ils l'avaient vécu comme expérience en tant que joueur. Fait qu'ils savaient de quoi t'en parlais. Parce que des fois, tu le regardes en voulant dire, tu sais, même ton entraîneur va te le dire, mais des fois, tu sais, tu n'es pas sûr, tu as des doutes. Quand quelqu'un avec de l'expérience comme ça te donne cette expertise-là, ben, tu te dis, ouais, si ça a marché pour lui, là, d'après moi, si ça a marché pour Brian Trottier et Michel Goulet, ça devrait m'aider à un moment donné. Ouais. Comment ça se passe, la vie en Iowa présentement avec la COVID puis tout ça? Vous avez des spectateurs? Comment ça marche en ce moment? Bon, ce qu'on sait aux États-Unis et au Québec, c'est pas pareil, là? Oui, écoute, c'est jour et nuit à partir du... on a eu... ici, c'est un État qui est assez conservateur, l'Iowa, donc les restaurants sont réouverts, les gens, la restauration, même la restauration, on n'a plus besoin de distanciation sociale en tant que restauration. Pour nous autres, l'équipe, le Wild du Minnesota, ce qui n'est pas nécessaire dans la Ligue américaine, je pense que c'est 3 fois par semaine qui est nécessaire pour les tests. Le propriétaire du Wild veut
par rapport au fait qu'on est à une distance qui se fait en auto, veut avoir accès à chaque joueur disponible à l'organisation. Donc, on se fait tester à chaque matin. C'était à 7 heures. Là, on est rendu à 8 heures le matin. Mais chaque matin, même les journées de congé, on se doit d'être à 8 heures à l'Arena. Tout le monde est testé. On a eu quelques cas au début de l'année, quelques faux positifs aussi qui ont fait en sorte que ça a été difficile. Puis Minnesota, bien, on connaissait un petit peu l'histoire qu'il y en a eu, je pense, 13-14 à un moment donné. Fait que ça nous a affecté grandement parce qu'on a monté plusieurs de nos joueurs là-bas pour aider puis pour les passer au travers de ça, si on veut. Mais non, on fait attention. On a des restrictions en tant qu'équipe. On demande aux joueurs de faire des gros sacrifices. Et puis, ça a été une année éprouvante et difficile pour tout le monde. Alex Tanguay, on parle beaucoup ici au Québec. Cole Caulfield vient d'arriver avec le Rocket de Laval. Tu as entendu parler évidemment de Cole Caulfield. Devrait-il rester dans la Ligue américaine plus longtemps, moins longtemps? Je viens de te citer en exemple que la Ligue américaine, ce n'est pas nécessairement un passage obligé pour tout le monde. Vous avez Matthew Boldy qui vient d'arriver avec Iowa. Qu'est-ce que tu penses de ça? Un gars comme Caulfield qui a fait tout ce qu'il a fait au niveau universitaire, tu es obligé de jouer longtemps dans la Ligue américaine ou tu penses qu'il pourrait se débrouiller déjà avec le Canadien? Ben, écoute, je pense que c'est pas nécessaire de les avoir dans la Ligue américaine, mais c'est une belle continuation de leur progression. Parce que, faites-vous pas de doute, puis je gagerais que ça va être la même chose pour le Canadien. Puis ça, c'est mon opinion à moi. Je n'ai pas parlé à personne de notre organisation, mais des joueurs comme ça, ce que Dominique Ducharme et ce que Dean Evason vont regarder pour eux autres au prochain niveau, c'est est-ce qu'ils sont responsables. Parce que les habiletés offensives, c'est un talent que tu le vois. Ils ont été repêchés à cet endroit-là pour une raison. Ils vont être capables à un moment donné de créer de l'attaque puis de l'offensive. Je pense que tu as fait le match vendredi à Toronto. Fait vous avez probablement vu Cole Caulfield, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il va être capable de faire un petit peu plus. Mais ce que les entraîneurs veulent savoir, c'est est-ce qu'ils sont responsables défensivement? Est-ce qu'ils sont capables de jouer la game sur 200 pieds? Parce que, veut pas, dans les séries éliminatoires, que ce soit le Canadien ou le Wild du Minnesota, tu as un ou deux blessés, ben, l'entraîneur va chercher à savoir quelqu'un qui est responsable. Au mois de septembre, l'an prochain, il n'y a pas de doute que, d'après moi, ces deux joueurs-là vont être des joueurs qui vont jouer au niveau de la Ligue nationale. Mais durant une saison comme ça, leur progression, on fait en sorte que là, on est rendu, qu'on approche, c'est le dernier push vers les séries éliminatoires. Les séries éliminatoires vont commencer. Est-ce qu'ils vont jouer? Probablement qu'ils vont se faire donner un ou deux matchs, mais est-ce qu'ils vont être prêts? Écoute, moi, j'avais joué une année complète de la Ligue nationale, puis tu sais, j'ai été repêché à peu près au même endroit que ces joueurs-là, fait que la comparable est pareille. Puis après ma première année de Ligue nationale, à 19 ans, je venais d'avoir 20 ans, bien, je suis arrivé dans les séries éliminatoires, puis Bob Hartley m'a mis de côté parce que je n'étais pas encore assez responsable défensivement. Je n'étais pas tout à fait prêt physiquement, même si j'avais des atouts offensifs qui étaient probablement meilleurs que certains de mes coéquipiers. Bien, il y a une progression graduelle qui se fait en sorte de devenir un joueur qui est capable de jouer dans n'importe quelle situation dans la Ligue nationale. C'est toujours ça, des fois, le fameux jeu sans la rondelle qu'on a de la difficulté à voir. Écoute, c'était la journée, c'est la journée des transactions. Tu l'as vécu comme joueur déjà, le stress qui est relié à ça. Tu l'as vécu à la télé aussi. Je sais que tu as travaillé avec nous il y a quelques années, puis tout ça. Qu'est-ce que ça te ramène, cette journée-là? Y a-t-il quelque chose de spécial que ça te rappelle, que c'est pas évident quand tu vois des coéquipiers partir ou que tu vois des familles là, qui se retrouvent à se revirer de bord? Là, puis, ben, c'est ça. Écoute, moi, je me suis fait échanger une fois la date limite des transactions. C'était ma dernière année. Puis c'était ma dernière année. Je savais que l'organisation au Colorado, dans ce temps-là, était comme en transition un petit peu. Puis j'avais eu des blessures, je ne jouais pas vraiment bien. Puis j'avais demandé à l'équipe de m'échanger à une place où j'aurais la chance d'aller dans les séries éliminatoires. J'avais une liste d'échange de 10 équipes. Et puis Joe a décidé de m'échanger à une place qui n'était pas tout à fait dans les séries éliminatoires. Fait que tu sais, c'est vraiment difficile. Je savais que mes enfants étaient à l'école, donc ma famille ne déménageait pas. Je m'en allais à une place pour 6-7 semaines pour, tu sais, un peu pratiquement aller finir ma carrière. Ça a été difficile. C'est des choses que tu ne veux pas vivre. Mais il y a une fébrilité dans l'air le matin, que ce soit n'importe quel joueur. Tu n'es jamais sûr, même si les chances sont faibles, tu ne sais jamais si tu vas te faire échanger ou si tu ne seras pas échangé. Puis d'arriver à l'aréna le matin, tout le monde marche sur des œufs un petit peu, tout le monde est nerveux. On embarque sur la glace sur pratique, la pratique n'est pas concentrée. L'entraîneur se fait approcher par un des trainers, puis tout le monde se demande, bon, ben, est-ce qu'il va aller parler à quelqu'un ou qu'est-ce qui se passe?
Et c'est des situations stressantes. Puis je l'ai vécu d'une autre manière au Colorado, un petit peu que Pierre Lacroix faisait ses moves avant la deadline. Mais tu sais, des fois, ça donne une énergie incroyable à une équipe. Je me souviens quand on avait apporté Raymond Bourque, quand on avait apporté Rob Blake par des transactions, ça donne, tu sais, ça montre à l'équipe que oui, cette année, c'est notre chance. Il faut y aller, puis on va de l'avant. Puis, tu sais, un petit peu comme le move que Toronto a fait hier. Ils sont allés chercher Nick Foligno. Nick Foligno, c'est quelqu'un qui est capitaine à Columbus. Il va lui emporter de la profondeur, il va emporter du leadership dans le champ. Puis c'est une équipe qui voit que dans la division Nord, ben, ils ont une chance de remporter cette division-là, puis de se rendre à une place où ils peuvent accomplir certaines choses. Fait que quand tu as cette dernière poussée-là, si tu veux, c'est comme, OK, on vient de mettre toutes nos œufs dans le même panier, c'est le temps d'aller de l'avant. Alex Tanguay veut être entraîneur-chef un jour dans la Ligue nationale. Tu t'es-tu donné un frame time, comme on dit en anglais? Tu t'es-tu donné un temps pour arriver à ça ou si au contraire, c'est ce que tu fais en ce moment, tu es heureux? Là, puis... Ben, écoute, c'est sûr que tu veux une progression. Puis, tu sais, je suis content. Ça va faire 2 ans que je fais ça cette année. On a parlé avec Minnesota au début de l'année d'avoir une continuation sur le contrat. Puis, je voulais attendre à voir à la fin de l'année. J'ai parlé avec plusieurs entraîneurs. Tu sais, j'ai des entraîneurs que j'ai comme amis à plusieurs différents niveaux. Des entraîneurs que moi j'ai eu, des entraîneurs que je connais très bien. Pour voir c'est quoi, c'est quoi le parcours. Chaque parcours est différent. C'est sûr que pour moi, comme je te dis, mon expérience en tant que joueur fait en sorte que peut-être je n'aurais pas besoin d'aller à un niveau inférieur pour monter parce que j'ai ce bagage d'expérience-là dans la Ligue nationale, mais comment mon parcours va se dérouler, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je veux progresser, je veux continuer à essayer de m'améliorer, de trouver des bonnes personnes à travailler avec pour continuer à essayer d'apprendre. Et puis, on verra où ça va aboutir. Merci beaucoup, Alex, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Très, très apprécié. Puis bonne chance pour le reste, la fin de la saison. Ça fait plaisir. Voilà, toujours sympathique, Alex Tanguay, un de mes préférés là, dans l'histoire depuis que j'ai la chance de couvrir le hockey junior à RDS. Ça a toujours été d'un commerce très agréable. Il a connu de bonnes saisons avec les Mooseheads d'Halifax. Choix de première ronde de l'Avalanche du Colorado et une superbe carrière. Il a gagné la Coupe Stanley. Alors, j'ai l'impression qu'un jour, on va le voir comme entraîneur-chef dans un club de hockey. Je ne sais pas si ça va être directement Ligue américaine ou Ligue nationale, mais il est assurément là, un excellent analyste du match de hockey comme tel et a eu la chance de faire plusieurs collaborations avec lui à RDS et ça a toujours été vraiment un type hyper sympathique. On va parler un peu de hockey junior. Il y a plusieurs choses cette semaine qui se sont passées. D'abord, la nouvelle de la semaine est tombée vendredi dernier, le 9 avril, lorsque la Ligue junior majeure du Québec a émis un communiqué pour dire qu'elle changeait finalement le format de ces séries éliminatoires. Souvenez-vous, on avait parlé la semaine dernière, dans chacune des 2 sections au Québec de 6 équipes, il devait y avoir 2 équipes de part et d'autre qui avaient des laissés-passer. Val-d'Or et Boisbriand dans l'ouest, Chicoutimi et Shawinigan dans l'est, et on devait commencer des séries 3 de 5 entre les 3e et 6e positions et les 4e et 5e positions. En raison des éclosions qu'il y a eu et du fait qu'on doit retarder le début des séries jusqu'à possiblement le week-end du 23 avril, donc dans encore une dizaine de jours, là, les équipes qui avaient des laissés-passer ont dit un instant, là, ça va nous faire une méchante pause sans jouer. On parlait de plus d'1 mois sans jouer de match. Alors, on a dit pourquoi ne pas intégrer finalement les 4 équipes qui devaient avoir un laissé-passer, les faire jouer dans la première ronde des séries éliminatoires. Alors, on a jeté aux poubelles le format des séries qu'on avait mis en place il y a quelques semaines pour en annoncer un nouveau. Donc, la première ronde des séries sera une ronde 3 de 5. Et elle va opposer les équipes 1 contre 12, 2 contre 11, 3 contre 10, peu importe des sections qu'ils proviennent. Alors, on aura donc en première ronde un affrontement entre Val-d'Or et Bécomo. Ça risque effectivement d'être très inégal. Chicoutimi contre Sherbrooke, Shawinigan contre Rimouski, Victoriaville contre Rouyn-Noranda, l'Armada de Blainville-Boisbriand contre Gatineau. Ça va être excellent. Et Québec-Drummondville qui ont terminé 6e et 7e. Les 6 gagnants de ça vont par la suite s'affronter dans une autre ronde. On ne sait pas encore si ce sera un 3 de 5 ou un 4 de 7. Ça va dépendre de la longueur qu'aura duré la première ronde. Et là, on aura 1 contre 6, 2 contre 5 et 3 contre 4. Il va sortir 3 gagnants de ça. Et là, on va faire un tournoi à la ronde avec ces 3 équipes-là pour en sortir une.
qui va en sortir 2 plutôt, qui vont participer à la suite avec le champion des Maritimes pour poursuivre pour le reste de ce qu'on avait prévu avec les Maritimes. Dans le cas des Maritimes, le format ne changera pas. On est toujours en attente là, de pouvoir croiser entre les équipes du Nouveau-Brunswick et celles de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. Alors, on continue à avoir des matchs simplement entre Charlottetown, Halifax et Cap-Breton d'une part, et entre Saint John, Bathurst et Moncton d'autre part. Au cours de la dernière semaine, Halifax a finalement stoppé la série de victoires des Islanders de Charlottetown à 15 mardi dernier. Mais depuis, les Islanders ont gagné 2 autres matchs. Le Titan, donc, a gagné 2 matchs également cette semaine, comme Moncton aussi. Les Eagles du Cap-Breton, qui avaient été un peu stoppés aussi par des cas, pas des cas positifs, mais des symptômes, ont pu disputer un premier match depuis quelques jours et ont subi une défaite. Donc, au cours de la fin de semaine et de la semaine prochaine, il n'y a encore que des matchs dans les Maritimes qui sont à l'horaire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais on espère avoir un calendrier des séries à annoncer au cours de la prochaine semaine et on espère encore, j'ai fait des vérifications ce matin avec la LHJMQ, commencer le week-end du 23 avril. Il y aurait probablement 2 bulles. Peut-être 8 équipes d'un côté, 4 équipes de l'autre. Moi, je parierais sur Québec là, pour la bulle à 8 équipes. Et dans chacun des endroits, on va disputer les séries 3 de 5 et on va procéder par la suite. On va avancer dans les séries éliminatoires. On rappelle qu'on veut toujours avoir tout terminé au maximum pour le 15 juin. Le joueur de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec, c'est l'attaquant de 20 ans Mathieu Desgagnés du Titan d'Acadie Bathurst. 2 buts et 5 passes pour 7 points en 3 matchs. Je veux souligner 2 nouvelles qui nous proviennent du côté de Charlottetown. Cédric Desruisseaux a atteint le plateau des 40 buts. 40 buts en 37 matchs. Il est toujours au premier rang des pointeurs. Je sais que j'entends et je lis plein de choses. Dès que je signale sur mon compte Twitter, sur les médias sociaux, les performances de Desruisseaux, on répond invariablement « Ah ouais, mais c'est sûr qu'il joue juste contre Cap-Breton et Halifax. » C'est pas faux, on peut pas le nier, mais ça demeure quand même 40 buts en 37 matchs. C'est pas quelque chose qu'on voit à chacune des saisons. Je sais, j'ai hâte de voir à quel endroit le compteur va se terminer pour Cédric Desruisseaux. Il lui reste en principe encore 2 semaines et demie peut-être de compétition. Est-ce que ce sera suffisant pour atteindre le plateau des 50 buts dans cette saison écourtée? On verra bien. Toujours du côté de Charlottetown, le sympathique thérapeute athlétique Kevin Elliott a obtenu une promotion avec Hockey Canada. Il se joint à Hockey Canada à temps plein. Lui qui a participé à plusieurs championnats du monde de hockey junior, plusieurs championnats des moins de 18 ans. Alors, il quitte les Islanders de Charlottetown et dimanche, à la fin du match, on lui a fait une belle sortie. Là, il a eu droit au tunnel avec les bâtons pour les joueurs et on a souligné son départ. C'est vraiment un type sympathique, toujours de commerce agréable et on lui souhaite bonne chance avec Hockey Canada. Quelques autres nouvelles au Québec. D'abord, la Ligue junior 3A a annoncé officiellement qu'il n'y aurait pas de saison cette année. On s'en doutait. Là. Il y avait des équipes déjà qui avaient annoncé que même si la Ligue lançait quelque chose, elle ne participerait pas. Et là, finalement, le commissaire Kevin Fixby et son équipe ont décidé de reporter le tout à septembre prochain. Alors, pas de saison dans la Ligue junior 3A. Ça, c'est vraiment dommage, mais on s'y attendait. L'Université du Massachusetts a gagné le Frozen Four en fin de semaine, le championnat national américain. Les Minutemen de l'Université Massachusetts, donc, qui sont champions de la NCAA. La Ligue de hockey junior majeur du Québec aura un officiel au championnat du monde senior, Olivier Gouin, qu'on a vu au championnat du monde junior au cours de la période des fêtes, va se rendre également au championnat du monde senior qui commence à la mi-mai. Alors, ce sera une autre belle expérience pour cet officiel qui est très connu, très, très bien coté dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Petite nouvelle également concernant la Ligue Midget 3A. Du côté des cantonniers de Magog, l'entraîneur-chef Félix Potvin a décidé de remettre sa démission après 14 ans d'association avec les cantonniers. Il a d'abord été entraîneur des gardiens de but, entraîneur adjoint et finalement, au cours des dernières années, et avec beaucoup de succès, entraîneur-chef. 2 participations consécutives à la Coupe TELUS. Malheureusement, les cantonniers n'ont pas été capables de gagner le dernier match, le gros trophée. Alors, ça va laisser un gros vide là, du côté des cantonniers de Magog. Mais Félix Potvin a décidé là, de rentrer dans ses terres, comme on dit, et de laisser le poste des cantonniers de Magog.
Est-ce qu'un jour, on le verra rebondir quelque part? On sait que Félix son nom a déjà été mentionné à plusieurs endroits dans la LHJMQ. Je ne dis pas que ça arrivera jamais, mais pour avoir discuté de ça avec lui au cours des dernières années, il semble très heureux dans son coin du Québec, aux abords du lac Memphremagog. Et ce sera à suivre. Chose certaine, quand les équipes juniors majeures vont se chercher un candidat, je ne serais pas étonné que son nom refasse surface, mais il ne dirigera plus les cantonniers de Magog la saison prochaine. Alors voilà, ça fait un peu le tour de ce que j'avais pour vous cette semaine sur la glace, édition du 13 avril. On va revenir la semaine prochaine dans notre case habituelle du lundi, donc prochain enregistrement le 19 avril. Entre-temps, on a 2 matchs du Rocket pour vous cette semaine. Je vous rappelle, jeudi soir, 19h, dimanche après-midi, 13h, la visite des Marlies de Toronto en 2 occasions. Donc, ce sera intéressant de voir à nouveau la suite des choses, autant pour Cole Caulfield que pour le Rocket de Laval, qui connaît une saison exceptionnelle. Je remercie mes invités, Alex Tanguay du Wild de l'Iowa, Toby Paquette-Bisson, défenseur du Rocket de Laval, à la technique Félix Payet, à la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou. C'est notre petite équipe et on est bien content d'être là à chaque semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous. Bye bye.